Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui j'ai deux invités, Julie Ambal et Florent Favard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous revenez tous les deux avec un très grand plaisir nous reparler de comment on pourrait quelque part analyser la ville, analyser le phénomène urbain à travers les séries. On avait commencé une première émission au mois de mars où on avait évoqué ensemble la ville de New York à travers deux séries. Ce coup-ci, on va élargir peut-être un peu plus sur ce qu'est ce phénomène urbain. Donc, on va en parler avec vous deux. Alors, je vais vous présenter avant. Julie, vous êtes titulaire d'un doctorat de sociologie à l'Université de Bordeaux et de l'École normale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, vous l'avez en 2019, et vous travaillez depuis en tant que postdoctorante, c'est depuis septembre 2020, à l'Université de Genève. Vous êtes chercheuse associée au Centre Émile Durkheim de Bordeaux et au laboratoire PAV de l'ENSAP de Bordeaux. Vous avez enseigné dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, que ce soit donc l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, mais aussi à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et à l'Université de Genève. Vos recherches, Julie, s'inscrivent dans le champ des études urbaines. Votre thèse de doctorat portait sur la construction imaginaire de la mobilité dans les paysages urbains et s'intéressait à la façon dont nos imaginaires forment et informent la fabrication de la ville et plus particulièrement dans le cas de la métropole de Bordeaux que vous connaissez très bien. Vous avez analysé pour cela les mises en récit des acteurs des projets urbains, les dispositifs de médiatisation et de diffusion de ces récits. Vos recherches actuelles dans le cadre du projet FNS Coast, la fabrique narrative de la ville, développent la question de la construction d'un ou plusieurs récits en urbanisme dans le contexte de Genève. Vous avez par ailleurs effectué des recherches sur l'imaginaire de la ville et de l'espace dans les fictions audiovisuelles. Quant à vous, Florian Favard, vous êtes maître de conférences en théorie et pratique du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia à l'IECA de Nancy, donc l'Université de Lorraine, et vous travaillez plus spécifiquement sur la complexité narrative des séries télévisées de science-fiction contemporaine et sur les genres de l'imaginaire dans une perspective narratologique transmédiale et contextualiste. Vous avez d'ailleurs là-dessus publié de nombreux articles, on renvoie là-dessus à la biographie que l'on a mise sur notre site internet histoireensérie.com. Donc aujourd'hui, on l'a bien compris, cette émission que vous allez faire à deux voix, on va essayer d'analyser la ville à travers les séries. Alors j'aurais peut-être moi comme première question expliquer peut-être tous les deux à nos auditeurs pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet-là et d'où viennent finalement vos interrogations sur le sujet. Effectivement, on travaille tous les deux. Alors, ce qui est intéressant de préciser, c'est que donc Florent travaille en narratologie et sur les séries télévisées, et moi je travaille sur les études urbaines. Donc, ce croisement-là, il est peut-être pas évident pour tout le monde. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est d'analyser l'espace urbain au travers des séries, mais aussi d'analyser les séries au travers de cette représentation spatiale. Donc, c'est vraiment le croisement des deux qui nous a toujours assez intéressés. Au début, on a porté nos réflexions sur nos sujets en fait, respectifs. Moi, je travaille sur les questions de mobilité et Florent sur les séries télévisées. Donc, on a essayé de regarder voilà, comment on peut voir à travers les séries qui sont un médium assez populaire et qui représente quand même une partie de notre société, comment on peut analyser, voir la représentation de certaines thématiques comme la mobilité ou la question de l'habiter. Et puis récemment, au travers d'une demande, d'un chapitre d'ouvrage, on a essayé de regarder comment d'autres chercheurs regardaient cette question de la représentation de l'habitat urbain à travers la fiction, notamment la fiction contemporaine. Et c'est cette question-là qui finalement est le nexus, la principale question en fait, qu'on se pose, nous, dans nos recherches, qui sont effectivement de l'ordre méthodologique, mais aussi épistémologique.
Sachant que ce qui est intéressant, c'est que ce chapitre, l'ouvrage, notamment dirigé par Christophe Duré, il y a aussi une autre scientifique dont j'ai oublié le nom, portait sur pousser justement des chercheurs et chercheuses à interroger la représentation de l'habitat urbain dans la fiction contemporaine. Et ce qu'on s'est dit, nous, c'est que est-ce que ce serait pas intéressant d'aller questionner la démarche même d'interroger la représentation de l'habitat urbain? Qu'est-ce que ça veut dire d'analyser l'urbain dans les séries plutôt que de faire une étude de cas en particulier? Donc, on s'est lancé dans quelque chose d'un petit peu méta, finalement, c'est-à-dire un état de la littérature. On a lu beaucoup d'articles et de chapitres sur le sujet pour mieux comprendre comment se structurer cette démarche qui consiste à analyser la ville, analyser l'urbain au travers des séries télévisées. Et d'ailleurs, c'est une démarche qui est vraiment en vogue dans les études francophones en ce moment. On l'a constaté au gré de notre état de la littérature depuis 10 ans. Et notre objectif, c'était de mieux comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre et la façon dont peuvent interagir à la fois les études de l'urbain et les études de la fiction. Quand on va dire les études de la fiction, ça peut être à la fois la littérature, cinéma et audiovisuel, et celles et ceux qui s'intéressent aux séries télévisées, qui sont parfois répartis aussi dans des champs disciplinaires assez vastes, sachant que les études urbaines, ça aussi, c'est un champ disciplinaire très vaste. Julie, tu dirais qu'il serait parti En fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi dans notre état de la littérature. On a vu qu'il y avait beaucoup de géographes, de sociologues, de gens qui travaillent en sciences politiques, même des architectes qui se posent des questions, des paysagistes qui se posent des questions sur ce sujet. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'études de l'urbain, c'est beaucoup plus... ça englobe, en fait, aussi, c'est des champs disciplinaires, en fait, plus que des disciplines en particulier de chercheurs. Et l'idée, c'est d'esquisser en état des lieux des façons d'employer la fiction comme support dans le but d'analyser les imaginaires des évolutions des pratiques habitantes. Alors, c'est vrai que quand j'ai dit ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est l'idée de voir comment, à travers les séries, est peint ou dépeint la façon dont on va habiter la ville, la façon dont les modes de vie vont évoluer ou pas. Et donc, c'est effectivement ce qu'on essaie de regarder à travers d'autres chercheurs qui vont étudier les séries télévisées et surtout la question de l'habitat urbain, de l'urbain. Oui, on salue d'ailleurs notre ami géographe, Pierre Demnat, qui travaille là-dessus pour ses recherches sur la ville et en particulier sur les villes sud-africaines à travers les séries. Justement, on voit bien, vous avez raison tous les deux, c'est un champ de plusieurs sciences sociales très important et on voit bien que les séries sont un média parfait, j'allais dire, en tout cas très facile et facilement disponible pour étudier ça. Alors, j'aurais aimé peut-être, pour continuer la discussion, que vous présentiez où en sont à l'heure actuelle, à l'état de vos recherches, les hypothèses que vous avez émises là-dessus, sur l'article que vous avez écrit, mais plus de façon d'ailleurs plus générale aussi, sur le croisement de la fiction et de l'étude de l'urbain. Alors, ces fameuses hypothèses, elles partent, à la base, elles partent d'une intuition, comme c'est souvent le cas en recherche, au gré à la fois des travaux que nous avons pu mener sur Battlestar Galactica, sur Lost, sur quelques séries qui représentaient New York et interroger les espaces numériques. Très vite, on a aussi pu lire d'autres choses sur la question et on a commencé à se dire que peut-être, lorsque les études de l'urbain et les études de la fiction se rencontraient, se croisaient pour évoquer justement cette question de la représentation de la ville dans les séries télévisées, il y avait souvent une discipline qui allait se retrouver perdante ou un petit peu mise en retrait. C'est-à-dire que soit on se disait que soit on allait entendre les études de la fiction parler de la ville, mais sans utiliser les ressources, les concepts, les méthodes des études de l'urbain, ou inversement, les études urbaines qui allaient parler de la ville dans les séries télévisées, mais sans avoir aucune notion de qu'est-ce qu'une série télévisée et comment on analyse cette forme narrative. Donc de là découlaient deux premières sous-hypothèses
Donc la première, c'est celle qui voulait que dans les travaux issus des études sur la fiction, on se retrouve avec un manque de culture en études de l'urbain. Et inversement, donc la seconde sous-hypothèse, elle voulait qu'au sein des travaux issus des études de l'urbain, ce soit les apports des études de la fiction qui se voient un petit peu ignorés. Et on se disait, bon, quand même, c'est un petit peu négatif comme constat. Peut-être peut-on formuler une troisième sous-hypothèse, un petit peu plus optimiste, qui se poserait qu'il y aurait des croisements, de véritables croisements dans lesquels études de l'urbain et études de la fiction seraient vraiment mobilisés, j'ai envie de dire, à leur juste valeur. C'est-à-dire que les concepts des deux champs arrivent vraiment à fonctionner ensemble. Et le but d'une hypothèse, c'est finalement d'être soit confirmé, soit infirmé. C'est pour ça qu'on s'est lancé donc dans cette vaste étude de littérature où on a relevé, on a lancé une étude sur des moteurs de recherche, et on a relevé plus de, je crois, 1600 articles, chapitres et ouvrages et annonces de colloques. Et on en a retenu 250 qui nous semblaient vraiment pertinents au sens où c'était vraiment des articles qui parlaient de la ville dans les séries. Ou parfois aussi, on a des résultats qui sont sortis dans la littérature ou le cinéma, même si on cherchait sur les séries télévisées. Et au gré de ces 250, on les a ensuite classés de manière un petit peu plus fine en fonction de leur pertinence. Là encore un petit peu de manière subjective. Il y a toujours dans notre méthodologie une part subjective, mais on a cherché à se poser des critères pour décider des articles qui étaient vraiment les plus pertinents, ceux qui mettaient en œuvre les croisements les plus intéressants entre études de l'urbain et études de la fiction. Et finalement, certaines de nos hypothèses, de nos sous-hypothèses ont été confirmées, d'autres ont été plus ou moins infirmées. Alors justement, peut-être maintenant, est-ce que vous pourriez nous faire partager tous les deux les résultats un petit peu de votre travail, en tout cas essayer de nous dire sur quels axes vous avez peut-être réussi à émettre on va dire plus que des hypothèses, en tout cas des axes de travail. La première peut-être, ce serait de voir l'imagibilité d'un territoire réel à travers la fiction audiovisuelle. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cela? Effectivement, on est allé chercher un concept qu'a développé Kevin Lynch dans les années 60 dans son ouvrage L'image de la cité. L'imagibilité d'un territoire, c'est finalement la capacité à représenter un espace urbain de matière lisible et porteuse de sens. Certaines séries se montrent en fait assez facilement dans quelle situation urbaine on se trouve. Bon, par exemple, on en a parlé la dernière fois pour le dernier podcast, dans Friends, c'est une série qui est tournée à Los Angeles, mais qui est censée se passer à New York City. Et elle va très facilement nous montrer qu'on est dans New York, notamment avec des plans de situation, on appelle ça des establishing shots, de New York. Et donc, on va comprendre très facilement que l'histoire se déroule dans New York, même si on le voit aussi que la série, elle est tournée dans un studio et qu'on n'est pas vraiment dans New York City. Et puis, on a d'autres situations et d'autres séries qui sont analysées et qui le montrent, c'est-à-dire des séries qui vont insérer des landmarks, donc des landmarks, c'est-à-dire des bâtiments repères, par exemple, ou des situations qu'on peut retrouver, par exemple, en France, le landmark de Paris, par exemple, va être la Tour Eiffel. Donc, si vous voyez la Tour Eiffel, vous savez que vous êtes à Paris. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein de situations pour montrer qu'on est à Paris. Vous avez la Tour Eiffel. Par exemple, la tour de Seattle, qui est la tour radiophonique, je pense, de Seattle, comme à Toronto, vous savez que vous êtes à Seattle. Vous allez par exemple, la Statue de la Liberté à New York est un landmark urbain qui va faire en sorte qu'on va savoir qu'on est à New York. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a effectivement remarqué dans les séries télévisées qui étaient analysées pour parler de représentation urbaine, c'était cette question de l'imagibilité d'un territoire réel qui va être mise en exergue dans les séries, qui va permettre effectivement de montrer des territoires sans forcément être tourné dedans, etc. Donc, on a cette question de représentation en fait d'un territoire, de plusieurs territoires qui sont effectivement plus ou moins en fait montrés. Et ce qui permet en fait
de faire passer, de faire circuler des modèles de villes, mais aussi des modèles de représentation en fait, spatiale dans les séries télévisées. Et tantôt, on va se retrouver dans la représentation de stéréotypes ou de symboles populaires. Par exemple, Céline Brion-Portet, en 2011, faisait un article sur Plus belle la vie à Marseille et montrait que c'était pas vraiment Marseille qui était représenté dans Plus belle la vie, mais plutôt des symboles assez populaires de ce qu'est Marseille. Ou encore, Pascal Nédélec, dans son ouvrage sur Las Vegas, parle des représentations de séries ou de films qui montrent finalement cette ville sous le prisme de la fête, alors que Las Vegas est bien plus qu'une ville de fête. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on va aussi avoir des articles, des ouvrages qui vont essayer de montrer la réalité des villes. Donc, il y a par exemple Bertrand Pleven qui, en 2013, a écrit un article sur des films comme Paris ou Holly Motors, qui sont finalement des films qui essaient de poser un regard nostalgique sur une ville qui change, qui questionne en fait à certains degrés cette transformation urbaine. Donc on a effectivement ces représentations spatiales à travers des séries ou des films qui vont montrer plus ou moins des territoires plus ou moins réels, on va dire, en transformation ou bien juste des angles de vue très particuliers des territoires urbains. C'est intéressant parce que ça confirme certaines intuitions je pense à André Gardiès, par exemple, si j'en reviens à la base des études cinématographiques, son ouvrage sur le récit filmique, où il explique sur la question des espaces que ce qui est important pour représenter un espace, et notamment un espace étranger dans lequel on veut projeter un public, c'est pas tant de le représenter fidèlement que finalement de s'appuyer sur les clichés, les stéréotypes qui vont tout de suite transporter le public. C'est pour ça que dans les séries américaines, quand on arrive en France, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le Landmark, la Tour Eiffel, on a de l'accordéon en musique d'ambiance et on a quelqu'un sur sa bicyclette qui porte un petit pull marine et une baguette sous le bras et qui roule sur une route pavée. Donc c'est cet ensemble de clichés que d'ailleurs tu avais étudié aussi, Julie, avec Aurélien Ramos, autour de Vancouver. Et la façon dont Vancouver était une ville qui arrivait à se grimer en n'importe quelle ville nord-américaine. Effectivement, en 2016, on a écrit un article avec Aurélien Ramos qui s'appelait « Paysages emblématiques, paysages génériques, le cas de Vancouver comme décor de substitution ». En fait, Vancouver est un territoire, on va dire, plus qu'une ville, un territoire intéressant, puisque donc déjà, c'est le 3e lieu de tournage de l'Amérique du Nord, après Los Angeles et New York. Et en fait, on s'est rendu compte que on a regardé en fait toutes les séries et films qui étaient tournés à Vancouver, et on a trouvé en fait qu'une seule série, dont j'ai oublié le nom, qui était tournée à Vancouver et dont l'histoire se passait à Vancouver. Donc, ce qui était intéressant avec ce paysage, en tout cas ce paysage ou ce territoire de Vancouver, c'est qu'il pouvait représenter toutes les situations pratiquement. Vous pouviez aussi bien, me semble, dans les 4400, être dans un paysage générique nord-américain, aussi bien assez mystérieux, de forêt, etc., que c'est dans X-Files, dans les dernières saisons de X-Files, ou dans Supernatural, vous aviez cette situation où on pouvait être dans toute la campagne américaine. Il y a un nom de la campagne américaine. Toute la campagne américaine, vous traversez en fait toute cette campagne assez profonde, et que vous soyez finalement à Vancouver ou au fin fond des États-Unis, on était, le territoire de Vancouver avait cette capacité à représenter en fait cette campagne américaine. Mais ça pouvait aussi représenter, la ville de Vancouver représente aussi un paysage générique de la représentation qu'on a de la mégalopole américaine. Donc c'est assez intéressant de voir comment, en insérant effectivement, là, par exemple, dans Vancouver, on insère quelques landmarks et on se retrouve à Los Angeles, New York ou Bombay, en fait, parce qu'il y a effectivement des situations comme ça. Donc c'est assez intéressant la façon dont les séries, finalement, arrivent à
à faire parler un territoire, même si on n'est pas vraiment dans ce territoire, à faire parler, à parler en fait, c'est même pas à faire parler, c'est à parler d'un espace et à parler de pratiques qui vont se retrouver dans cet espace-là. C'est Voilà. vraiment une hypothèse très intéressante que vous formulez ici parce que ça permet de voir justement et que les séries sont avant tout, comme on essaie de le montrer souvent dans l'histoire en série, le produit de cadres mentaux. Et donc, il faut, c'est ce que vous avez essayé de nous montrer là, que ces cadres mentaux-là, en tout cas ces repères, ces landmarks, comme vous avez dit, soient dans les séries pour bien ancrer chez le téléspectateur la série dans un cadre spatial précis. Alors, j'aimerais maintenant que vous, justement, que vous parliez de ces représentations spatiales et justement sur la circulation des modèles tel qu'il est fait à travers les séries, parce que ça aussi c'est très intéressant et ça montre bien que les séries sont vraiment un outil média de notre temps. Effectivement, je vais reprendre un petit peu ce que je disais avant. J'avoue que j'ai sûrement un peu dépassé le sujet tout à l'heure, mais par exemple, effectivement, la circulation de modèles urbains se retrouve finalement dans ce que je viens de dire sur la capacité d'une série à être tournée dans des espaces qui ne sont pas forcément les espaces de la série, enfin les espaces de l'histoire de la série, et qui peuvent effectivement représenter autre chose. Donc il y a ce genre de modèle-là, donc la question du paysage générique, mais il y a aussi la question des paysages assez emblématiques, des territoires assez emblématiques, qui, eux, ne peuvent pas finalement être représentés autrement. Et on peut prendre la question de New York, par exemple. New York, les séries qui sont tournées dans New York, et même les idées qu'on a, enfin, ce qu'on a remarqué dans ce qui était tourné dans New York, c'était aussi que on va représenter bien plus qu'une ville, on va représenter bien plus que des pratiques, on va aussi représenter des espaces politiques, des espaces économiques qui vont être, eux, la force même d'un pays, etc. Quand une série ou un film se positionne dans New York, on n'est pas dans une ville normale, on est dans New York. C'est pareil dans Paris, en fait. Et puis à la fois, on va représenter, donc on a parlé de symboles, on a parlé de stéréotypes, mais on n'est pas que dans une question de stéréotypes, on va être aussi dans cette idée de ville globale, voilà, et donc on représente une question de pouvoir. Dans notre article qui est paru dans TV Series, où on parlait des espaces virtuels numériques, les espaces du secret, les espaces de pouvoir, en fait, on parlait effectivement de... Enfin, les séries qui se passaient dans New York représentaient... Enfin, en fait, New York était perçu... Alors, les gens qui travaillent dans l'espace de l'urbain, dans les théories, les études de l'urbain aiment bien dire que les villes sont des personnages. On est toujours plus ou moins, en tout cas, des gens qui travailleraient dans la narratologie. La ville n'est pas un personnage. Voilà, la ville n'est pas un personnage, mais effectivement, là, dans ce cas de New York, on va dire qu'elle est souvent personnifiée. Et là, j'ai le droit de le dire. Ces villes-là sont personnifiées pour représenter au-delà d'un espace urbain, un décor finalement, on va représenter cette histoire de pouvoir économique, pouvoir financier, des pouvoirs qui sont cachés. Donc, par exemple, dans Person of Interest, il y avait cette idée du pouvoir qui sait tout, de la ville New York qui sait tout sur nous. Voilà, bon, donc ce genre de circulation aussi de modèles dans cette idée de représentation d'une ville globale, par exemple pour New York. Mais on va avoir effectivement, donc je citais tout à l'heure la question de Plus belle la vie, cette sitcom française qui existe quand même depuis 2004 et qui nous montre une Marseille qui est stéréotypale, en fait, mais qui à la fois peut être retrouvée dans certains angles. En fait, c'est juste une façon de regarder une ville. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est comment les séries se saisissent de la façon de représenter une ville. Donc, on en a parlé aussi, je ne vais pas y revenir, mais dans le dernier podcast, dans How I Met Your Mother et Friends, et on disait justement que How I Met Your Mother était une série qui avait une représentation assez globale
de la ville, notamment par les questions de mobilité ou de situation de là où les personnages habitaient vraiment. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Friends. Et on le disait aussi, donc je ne vais pas y revenir, mais on ne sait pas vraiment où ils habitent, on ne sait pas vraiment combien de temps ils mettent pour se déplacer, etc. Donc, il y a aussi cette idée de représentation alors d'un scalaire, donc plusieurs échelles d'un territoire, et puis de l'autre, des représentations très coupées, très découpées, très choisies, en fait, de ce qu'on va représenter d'un territoire. Voilà. C'est toujours choisi de toute façon. Oui, de toute manière. Et là, Il y a toujours j'amène la question série, télé, cinéma. Dès qu'on pose la caméra à un endroit, on choisit un point de vue. Et plus largement, effectivement, et au gré des séries, ce qu'on choisit de montrer ou pas dans les épisodes, même au fur et à mesure d'un temps très long, ça trahit petit à petit l'image qu'on véhicule de manière plus ou moins consciente d'une ville en particulier. Et puis, dernière chose, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les représentations sociospatiales des réalisateurs, des scénaristes. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement représenter ce que ça pourrait être un autre angle de recherche en fait de notre part, c'est d'aller voir quels sont leurs référentiels, quels sont leurs parcours, pour qu'eux aussi ils puissent nous expliquer pourquoi ils représentent les villes, les territoires de certaines façons. Voilà, donc là, je lance des pistes de travail futures, mais voilà, on a remarqué qu'il y avait quand même certaines séries qui étaient très, très montrées, très étudiées par effectivement ces croisements, études de l'urbain, études de la fiction, comme The Wire. Oui, vous me tendez la perche, effectivement, hein. David Simon, le scénariste et showrunner de The Wire, spécialiste pour l'étude des séries, hein. On peut rappeler, hein, on a déjà fait des épisodes dessus, bien sûr, The Wire, vous venez de le dire, mais aussi ces études qu'il fait sur la Nouvelle-Orléans à travers Trémé, par exemple, où en plus il rajoute dans l'étude du phénomène urbain l'impact d'une catastrophe comme l'ouragan Katrina. Donc vraiment, c'est quelqu'un pourtant qui n'est pas du tout géographe, qui est journaliste au départ, mais qui fait de la ville vraiment un sujet à part entière, et on le voit encore dans sa toute dernière série qui vient de sortir sur OCS, We Own This City, toujours sur Baltimore d'ailleurs comme The Wire, où il revient, hein, il met bien en avant cette notion aussi géographique de shrinking city, c'est-à-dire de ville en crise, de ville en déclin, tel qu'on peut aussi le voir à travers d'autres séries sur Détroit par exemple. Et j'aimerais justement que vous développiez autour de The Wire parce que c'est très intéressant, parce que là, véritablement, cette série nous plonge dans l'étude socio-spatiale, presque, je pourrais dire, d'une ville. Et c'est ça qui, effectivement, semble extrêmement pertinent dans The Wire et qui fait qu'un nombre considérable d'articles, enfin de contributions de manière générale qu'on a relevées, portaient sur cette série, puisque donc dans le paquet de 250 contributions qu'on a rassemblées, on en a à peu près isolé une cinquantaine qui étaient vraiment de très forte pertinence. Et dans cette cinquantaine, on en a trouvé pas moins de 10 qui portent sur The Wire. C'est énorme parce qu'il y avait quand même, au gré de toutes les contributions qu'on a isolées, énormément de séries différentes. Et il y a 10 contributions sur The Wire. Et à un moment, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Là, il y a une anomalie statistique. D'autant que ce pic, finalement, il se fait, comme je le disais, dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que la plupart des contributions qu'on a isolées, elles émergent à partir de 2010. Il y a un bond dans l'étude de l'urbain croisé avec les études de la fiction à partir de 2010. Et finalement, au moment où The Wire se termine, ce qui est peut-être un point de corrélation. Alors pourquoi The Wire? On s'est posé la question. Forcément, tu y réponds déjà un petit peu, Nicolas. C'est cette capacité de David Simon à parler d'une ville, à en faire la chronique. Ça, c'est son côté journaliste. Et c'est ce qui, comme tu le disais, Julie, c'est ce qui pousse certains spécialistes dans ces contributions à parler de Baltimore comme un autre personnage de la série. Alors là, forcément, moi, en tant que narratologue, je bondis, je hurle et j'avance l'idée que non, Baltimore n'est pas un personnage. Par contre,
je comprends tout à fait ce qu'entendent celles et ceux qui disent que la ville est un personnage dans telle ou telle série. En fait, ça signifie que la reine, et là je vais utiliser le terme au sens de John Truby, c'est-à-dire l'environnement, l'espace dans lequel se déroule le récit, le cœur du conflit, la reine est d'une importance capitale pour la compréhension du récit. C'est-à-dire que ça n'est pas juste un décor d'arrière-plan, Baltimore dans The Wire, c'est vraiment le sujet de la série. Ce sont des personnages qui, qui sont en conflit au gré de structures de pouvoir, au gré de rapports de pouvoir déterminés par, notamment par une dimension systémique, et qui est directement lié à la structure de la ville. La structure de la ville rappelle, du moins évoque, est influencée par les structures de pouvoir. Et David Simon, il a été journaliste au Baltimore Sun de 82 à 95. Donc, il a vraiment une écriture de la ville qui se veut naturaliste. C'est quelqu'un qui va faire une chronique de Baltimore et qui va être donc capable d'en faire cette entité organique qui est nourrie de tensions et de conflits entre la police, entre les gangs, les politiciens, les journalistes au gré des saisons. Chaque saison est quand même centrée sur des rapports de pouvoir très particuliers. Et dans les 10 contributions qu'on a isolées, là encore, il y avait quand même une variété des approches, puisque, par exemple, en 2009, je crois que c'est Antoine Faure qui fait une analyse sociologique du phénomène de underclass. On a aussi vu des analyses des interactions sociales avec les ambiances urbaines chez PQ en 2015. La décadence de Baltimore est bien sûr un sujet phare, notamment au travers de la question du rapport aux policiers états-uniens chez H.M. Cham. Et on a vu aussi une étude des quartiers populaires, des banlieues et des ghettos en 2011. Donc on a une variété Baltimore est finalement décrite avec un niveau de détail tellement élevé que, là encore, les études de l'urbain peuvent s'en emparer et révéler la variété des approches des études de l'urbain. Il y avait aussi, c'était Amélie Flamand qui, dans un dossier intitulé La ville des séries télévisées, hein, c'est un dossier de la revue Métropolitique, que la série The Wire, elle est aussi très étudiée outre-Atlantique. Oui, parce que quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que nous, notre revue de littérature se porte uniquement sur le monde francophone. Et d'ailleurs, ce sera un des points qu'on va peut-être évoquer. Mais Amélie Flamand relevait combien la série est aussi étudiée outre-Atlantique aux États-Unis. Elle est là aussi un modèle de référence lorsqu'on cherche à analyser la ville. Et ça, finalement, c'est dû à cette écriture de Simon qui insiste énormément sur l'influence de la reine sur les relations entre les personnages. Ce sera la même chose après, plus tard, effectivement, avec notamment la Nouvelle-Orléans d'Entre-Aimés. Et ce qui est intéressant, parce que Florent en fait a parlé des chercheurs de mon côté, c'est que effectivement des chercheurs en études urbaines qui travaillent beaucoup sur The Wire comme à Rennes, mais surtout voilà comme représentation d'un espace particulier d'une série qui met en scène aussi bien l'espace, donc pas un personnage, mais aussi bien l'espace que des personnages comme une réelle articulation et pas juste un décor. Mais on va retrouver aussi des chercheurs en études de la fiction. Si je ne me trompe pas, Ariane Hudley, oui, a travaillé sur The Wire, comme aussi, dans l'étude de la fiction, comment on peut étudier la fiction télévisuelle dans The Wire, et en regardant aussi comment fonctionnent les personnages, le récit avec l'espace. Donc là, on a vraiment en fait une série qu'on appelle un peu incontournable dans le sujet que nous étudions, parce qu'effectivement, elle est vraiment elle montre cette idée de croisement réel, euh, méthodologique, épistémologique et même disciplinaire autour de cet objet, de cette série. Voilà. Donc, et donc sûrement, comme vous le dites au début, mais de l'écriture de David Simon.
Donc effectivement, l'ouvrage d'Ariane Hudley au PUF sur The Wire, qui révèle aussi, j'évoquais la grande diversité effectivement chez les collègues de Julie en études de l'urbain, mais aussi en études de la fiction. On va trouver autant des spécialistes en cinéma, en série, que en littérature et même des gens issus de ce qu'on appelle les civilisations et langues, notamment anglo-saxonnes. Et ce qui fait que ça fait des parcours aussi assez riches et des chercheurs et chercheuses qui sont parfois capables plus facilement de s'emparer de cette question qui est finalement proche de celle des études culturelles et plus largement de la sociologie, qui sont capables de faire petit à petit ce bond pour se rapprocher des études urbaines. Oui, The Wire, hein, beaucoup de choses à dire effectivement sur cette série parce que cette série, vous l'avez rappelé tout au long de cette question-là dans l'émission, vraiment prend cette ville-là et puis aussi, je pense, renverse certaines idées, en tout cas sur une ville américaine, sur notamment, hein, je l'ai dit, ce concept de ville en crise là, qui est très visible alors qu'on est dans quand même le pays qui est la première puissance mondiale. Donc ça aussi, ça montre une autre Amérique, peut-être une autre Amérique qui est moins connue justement du public français. Ça, c'est intéressant et on va arriver justement à la prochaine question. Quels sont les regards finalement de la recherche francophone sur le territoire états-unien par rapport à la fiction? Parce que c'est peut-être pas de prime abord ce qui est privilégié. Or, vous l'avez dit, vous avez retrouvé dans beaucoup de vos recherches cette idée que les États-Unis, finalement, à travers aussi la mondialisation, c'est le modèle de l'urbain, le modèle de la ville américaine avec ces fameux CBD, hein, ces Central Business District, ces quartiers des affaires qu'aujourd'hui on retrouve aux quatre coins du monde, par exemple. Qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui, Florent et Julie, la recherche française là-dessus? Bah, effectivement, ce qu'on a remarqué, c'était qu'il y avait cette surreprésentation de contributions qui émergent de chercheurs francophones et qui vont étudier les représentations dans les séries qui dépeignent les mondes urbains nord-américains. Donc, ils vont parler des modes de vie, des organisations socio-spatiales, avec un point de vue qui va rester majoritairement européen. C'est assez frappant de voir comment effectivement, donc les chercheurs, au-delà des quelques-uns qui vont étudier Plus belle la vie et puis quelques films sur Paris, mais qui vont regarder certaines thématiques, donc la métropole, l'entrée, je disais tout à l'heure, par les mobilités, mais aussi la question du périurbain, qui est un sujet en études urbaines qui est très émergent et sur lequel beaucoup de chercheurs travaillent voilà, on travaille beaucoup sur ce sujet en ce moment, et comment en fait on va étudier la question du périurbain, de la maison individuelle, par exemple du pavillon, au travers des séries, d'une histoire de séries télévisées. Donc je pense notamment à un article de Cynthia Gora-Gobin dans la revue Urbanité en 2016, qui va étudier l'image de la maison individuelle dans la représentation des aménageurs, mais à travers une histoire des séries, mais des séries nord-américaines, des séries qui sont produites majoritairement aux États-Unis, et elle va regarder ça au travers de, par exemple, The Sopranos ou Desperate Housewives. Donc c'est intéressant de voir comment, en fait, la représentation, comment on peut regarder avec notre façon de regarder l'espace, d'analyser l'espace européen, plutôt dans des territoires européens, comment en fait on va aller regarder les représentations là sur le coup des suburbs américaines et de cette histoire de l'habité urbain dans des séries qui sont pas construites, qui ne se passent pas et qui ne sont pas réalisées par des Européens. Donc c'est intéressant en fait de voir comment des chercheurs, alors par exemple dans mes domaines, dans mon champ, des chercheurs qui travaillent sur les études urbaines et qui majoritairement travaillent aussi sur ce qui se passe en fait en Europe, vont aller regarder une représentation plus globale sur des séries qui sont produites et réalisées et qui se passent aux États-Unis. Donc là, on a effectivement un schéma assez intéressant, mais on va le retrouver aussi dans la représentation, on le disait, des cœurs métropolitains ou mégapolitains, notamment dans des représentations de grandes villes, sur New York City, on le disait, c'est plutôt nos recherches, Los Angeles, ou Miami encore, vers Templeven qui a fait un article en 2011, ou encore Chicago. Ces représentations de métropole
qui ne sont pas des représentations. Pourtant, il y a des séries qui se passent à Londres, qui se passent sûrement à Berlin, etc. Donc finalement, on ne va pas étudier les représentations métropolitaines de ces villes-là dans ce genre de série, mais plutôt on va aller chercher ce qui est, comme vous le disiez aussi, hein, le territoire américain, là, cette puissance mondiale. On va aller regarder ce qui fait ville, ce qui fait métropole ailleurs, et notamment aux États-Unis. Donc c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une construction pour le spectateur étranger de paysages qui vont être plus ou moins génériques, mais qui vont, à une échelle mondiale, représenter ce qu'est la ville, ce qu'est la métropole, ce qu'est la façon d'habiter. Donc par exemple, la suburb américaine, elle est quand même particulière. On n'a quand même pas la même façon en France. On n'a pas construit la même façon en France le périurbain, ce qu'on appelle aujourd'hui le ou les périurbains. Mais dans la tête des gens, dans la tête des spectateurs, c'est quand même cette représentation-là qu'on va aller étudier en tant que chercheur, mais aussi qu'on va aller représenter, et qui est aussi très présente, encore peut-être plus aujourd'hui avec toutes les plateformes de streaming, de représentation qu'on va avoir quotidiennement autour de nous. Et d'ailleurs, si je peux ajouter un point sur ça, cette domination des séries américaines, plus largement, c'est tout simplement une histoire de chiffres, hein, puisque dans notre état de la littérature, sur les 250 contributions qu'on a isolées, finalement, il y en avait très peu qui portaient sur des séries soit se déroulant en France, soit on avait, je crois, 2-3 séries qui parlaient de villes nord-africaines, mais l'écrasante majorité de séries sont des séries américaines. Et là, il y a une question tout simplement de chiffres, il y a un énorme biais. C'est que encore aujourd'hui, qui domine au niveau série, c'est la fiction nord-américaine, même si avec les plateformes de SVOD, les choses sont en train un petit peu d'évoluer. Mais c'est vrai que là, en termes j'ai envie de dire presque de capacité à représenter une ville, là encore, comme dans d'autres domaines dans les séries, l'industrie nord-américaine a de l'avance parce que ça fait longtemps que leurs séries, finalement, sont capables de parler de ville. Donc là, il y a un biais qui me rappelle d'ailleurs celui, si je reviens 2 minutes sur The Wire, forcément The Wire est la série dans laquelle on peut vraiment facilement croiser études de l'urbain et de la fiction. Une de mes hypothèses, c'est aussi quand même que pourquoi il y a tant de contributions qui parlent de The Wire, parce que c'est la série, c'est comme Les Sopranos, ça fait partie de ces fameuses séries d'auteurs, là je vais mettre des gros guillemets autour du concept de série d'auteurs, c'est ces séries du câble qui sont considérées comme très cinématographiques, qui sont considérées comme très nobles, hein, finalement. Donc là, on est toujours dans une hiérarchie des légitimités des séries. Et c'était peut-être aussi un des aspects qui expliquait la surreprésentation de The Wire. Et de même, dans cette question de surreprésentation, voilà, il y a cette domination des séries américaines qui font que, finalement, lorsqu'on veut aussi comparer, lorsqu'on veut isoler des représentations remarquables d'espaces urbains, où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver dans ces représentations des villes américaines. Par exemple, je crois qu'on a 2 articles sur Supernatural et sur la façon dont Supernatural explore, comme l'explique par exemple Elisabeth Tovar en 2011, la small town, la petite ville américaine, souvent perdue dans le Midwest, et qui incarne les vestiges d'une Amérique industrielle. François Ronan Dubois aussi en 2014, qui va s'intéresser justement sur la complexité du discours politique autour de la représentation de ces villes fantômes. Donc, on a là une question qui se pose, et qui se pose aussi d'ailleurs pour nous. Là, je me tourne vers ma collègue, puisque nous-mêmes, pour le moment, on a travaillé que sur des séries américaines, nord-américaines. On pourrait travailler sur la représentation alors c'est quoi? C'est dans HPI, c'est Lille. Lille, on pourrait travailler sur 7. Je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui en France, par exemple, c'est qu'on va aller chercher... voilà, vous avez des séries françaises, Candice Renoir qui se passe à 7, même la sitcom, si j'ai bien compris, Un si grand soleil, je ne sais même pas si on peut dire sitcom, on va dire la mini-série
qui se passe à Montpellier. En fait, on a, et on l'a, c'est peut-être plus lointain, mais c'est vrai que depuis un certain temps, on a des séries françaises, par exemple, qui se passent dans des villes que les Parisiens diraient de province ou de région, mais on va dire autre ville que Paris, et qui représentent vraiment ces villes-là. Il y avait une ville aussi il y avait une série policière sur Bordeaux il y a quelques années. Voilà, on est dans des séries qui réellement ont à cœur même de parler de cette série, de montrer les différents paysages de cette série, de cette ville, pardon, voilà, lapsus, de cette ville ou de ce territoire. Effectivement, HPI à Lille, on a aussi bien le personnage principal vit quand même dans le périurbain, alors, et à la fois ce périurbain, cette espèce de raquette de pavillonnaire, bah, je sais pas, elle a quand même des airs d'une Desperate Housewives, mais du pauvre. Voilà, donc on est quand même toujours dans une sorte de représentation parfois un petit peu, voilà, il y a quand même encore des restes de ces représentations nord-américaines, des villes et des territoires, mais on a quand même des sortes de spécificités qui ressortent et qui ressortent peut-être de plus en plus ces dernières années, qui je trouve intéressantes à montrer et donc peut-être à étudier aussi. Tu veux dire que dans HPI, peut-être que l'équipe de production est allée chercher l'environnement pavillonnaire le plus proche d'une image quand même familière. Je sais pas, et à la fois on est quand même, ouais, excusez-nous, on est en train de réfléchir en même temps, mais, ce qui est intéressant effectivement, c'est ces représentations. Par exemple, Candice Renoir à 7, on n'arrive pas trop bien à saisir parfois une géographie exacte, réelle de 7, parce que c'est quand même, mais à la fois il y a quand même des establishing shots, c'est assez intéressant, des vues assez, alors c'est difficile, il n'y a pas de, il y a pas de skyline à 7, mais on a une vue assez de haut qui nous montre en fait cette espèce de lande particulière avec l'étang de Thau d'un côté et la Méditerranée de l'autre. Et donc on arrive quand même à voir, à comprendre une certaine géographie du territoire, ce qu'on n'a pas à Marseille par exemple, très peu pour Plus belle la vie. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de série se développer et nous montrer aussi autre chose que ce qu'on disait tout à l'heure de représentation très stéréotypale de ce qu'on attend en fait d'une ville, de ce qu'on attendrait presque de Paris avec la baguette et le pavé et puis la tour Eiffel. Est-ce qu'on va voir dans d'autres films, d'autres séries qui vont essayer de nous montrer vraiment des spécificités, des choses un peu cachées de la vraie vie, entre guillemets. Alors aussi, petite question peut-être pour conclure cette discussion qui prendrait des heures et je pense qu'on pourra refaire d'autres émissions dessus parce que effectivement, vous l'avez dit, hein, vous avez encore de nombreux champs à étudier, à explorer. Mais moi, j'avais une question pour Florent Favard, peut-être autour de la science-fiction. Je sais que Florent, vous êtes spécialiste de cette thématique-là. Et est-ce que finalement, aujourd'hui aussi, la science-fiction ne serait pas, Florent, un genre privilégié dans la représentation des mondes de l'urbain finalement? Est-ce que à travers les séries de science-fiction, on ne montre pas, du coup, notre monde urbain actuel? J'ai envie de dire oui, puisque effectivement, il y a dans la science-fiction donc cette capacité qui est souvent mise en avant, cette fonction de critique sociale que peut avoir le genre, qui n'a pas forcément systématiquement, et qui passe souvent par la représentation donc de ce qu'on appelle en narratologie des mondes saillants, c'est-à-dire des mondes qui sont en décalage par rapport aux nôtres, qui ont des choses que notre monde n'a pas ou pas encore. Et en même temps, la science-fiction, c'est toujours une extrapolation du présent. La science-fiction nous parle de notre présent avant de parler d'un quelconque futur. Elle prend un élément de notre présent et le déforme suffisamment pour le révéler et pouvoir l'étudier à la loupe. Et c'est ce qui se passe effectivement dans ces villes de science-fiction qui, là encore, finalement pose aussi une question en rapport avec ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire que qui produit des séries de science-fiction? Là encore, ce n'est pas la France. Les pays européens de manière générale produisent peu de séries de science-fiction. On ne va pas avoir de séries qui vont de manière répétée imaginer le Paris des années 2050.
alors que ces villes de science-fiction mesurées avec des immeubles de plus en plus hauts et des quartiers pauvres en bas, on les voit, ces représentations, on les connaît à travers les films, on les connaît à travers les séries, elles viennent même avant de la littérature. Quand on regarde par exemple dans Altered Carbon, avec cette idée là encore, c'est la skyline démesurée, les riches vivent en haut, on est vraiment dans une idée de représentation des excès, peut-être, notamment des grandes mégalopoles. Et, et c'est quelque chose qu'on a pu voir émerger au gré de notre relevée, puisqu'il y a eu des colloques sur science-fiction et mondes urbains, par exemple, organisés par l'association Stella Incognita, en association avec l'école urbaine de Lyon, d'ailleurs. Donc là, on voit encore un croisement des approches. Et on voit petit à petit aussi émerger au sein de la science-fiction la question de la climate fiction, donc la fiction qui porte précisément sur le changement climatique et qui, là encore, est d'ailleurs le cœur d'un programme de recherche qui s'est lancé récemment, le programme de recherche Parvis, qui a pour objectif d'étudier les différentes formes d'imaginaire futuriste urbain dans une perspective, là encore, interdisciplinaire, pour questionner le concept d'anthropocène. Donc, on les voit émerger, ces approches, et on voit émerger un point de vue sur la façon dont les séries s'emparent de la ville, la ville du futur, qui est censée parler finalement de la ville du présent. Et si je devais terminer sur une de mes séries de science-fiction favorites, et finalement, pour en revenir aussi à cette question du personnage, s'il y a une série de science-fiction qui nous parle du présent et qui arrive à faire de New York un personnage, c'est bien Person of Interest, puisque la machine, l'intelligence artificielle qui aide le groupe de protagonistes à sauver des gens, arrive à pirater n'importe quel système d'écoute, n'importe quelle caméra. Et ce qui fait qu'au gré de là, on n'est plus dans des establishing shots, justement, classiques, vus d'hélicoptère, on est plutôt toujours au travers des yeux et des oreilles de New York. Et là, c'est très intéressant parce que la ville, au travers de la machine, semble prendre chair, ou plus largement, c'est la machine elle-même qui devient l'âme, littéralement l'âme de la ville. Et là encore, dans la perspective de questionner l'influence d'un système qui pèse sur les êtres humains. La machine, d'ailleurs, est souvent appelée système. Donc là encore, c'est une série de science-fiction qui là ne nous projette pas dans le futur, mais qui déjà, par l'émergence d'une intelligence artificielle, questionne notre représentation de la ville actuelle, de la New York actuelle, la ville globale, en lui donnant des yeux et des oreilles, en faisant en sorte que cette ville écrasante nous observe. Donc là encore, il y a plein de façons différentes pour la science-fiction d'explorer ces questions, et ce sont des choses qu'on espère bien creuser au fur et à mesure. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission qu'on a intitulée Analyser les séries, analyser les villes à travers les séries, pardon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et vous l'avez dit en conclusion extrêmement judicieusement, Florent, il y a encore beaucoup de choses à faire et on renvoie aussi à d'autres travaux, bien sûr. Hein. J'évoquais notamment, vous l'avez dit tous les deux, hein, Pierre Demnat qui travaille sur les villes d'Afrique et d'Afrique du Sud en particulier. C'est quelque chose qui est peu connu aujourd'hui en France, mais dont là aussi les séries commence à arriver sur ces villes sud-africaines. Notamment, on avait fait une émission ensemble sur Shadow Kumalo, mais il n'y a pas que celle-là, disponible sur Netflix. Donc, c'est vraiment un biais qui se développe et la série est vraiment un support de choix pour voir tout ça et vous l'avez montré judicieusement tout au long de l'émission. Alors, celles et ceux qui voudraient aller plus loin, on renvoie à notre site internet, à la page de l'émission. Vous trouverez des indications bibliographiques fournies par Julie et Florent pour pouvoir aller plus loin. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Et puis à bientôt peut-être pour la poursuite en tout cas de vos travaux sur l'urbain et la fiction. Merci, très bonne journée.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically, such a beautiful planet populated by a stranger.